à ta question sur la substitution et sur le jeu, d'abord, elle a toujours été la première. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est que moi, je réfléchis toujours à comment on commence un film avant de me mettre vraiment à écrire. Donc, je me mets vraiment à écrire à partir du moment où j'ai la première scène, qui est une espèce de pacte fondateur entre moi et le film, entre moi et vous. Et j'ai commencé à écrire ce film une semaine avant qu'on soit tous confinés pour la première fois. Je m'étais pré-confinée, beaucoup de lucidité, voilà, une semaine de plus. Et j'ai commencé à écrire, et notamment cette première séquence, un au revoir comme ça à des femmes dans un EHPAD. Et puis quand on s'est tous confinés, j'ai tout arrêté. Et quand on s'est déconfiné, j'ai rouvert le script, et d'un coup cette scène d'au revoir à des femmes dans un EHPAD semblait chargée d'un imaginaire collectif, alors même que pour ma part c'était un imaginaire, comme je vous l'ai dit avec les gilets, dès le départ, assez personnel. Et donc cette scène, elle est devenue, voilà, c'est comme quoi les images parfois peuvent vous dépasser, ou en tout cas grandir avec vous. Elle est devenue emblématique d'un imaginaire intime de deuil, et puis d'un coup c'était un imaginaire collectif, celui d'au revoir qu'on n'avait pas pu faire, et comment on dit au revoir à d'autres gens, et surtout voilà, un film sur le soin de dire au revoir. Ça, c'est d'un coup comment une image se charge aussi de politique quasiment, juste parce qu'on l'a fait patienter, juste parce que surtout elle a rencontré le réel. Donc c'est cette scène, c'est à la relecture de cette scène que je me suis dit qu'il y avait une urgence à faire le film, alors même que tout s'arrêtait, et que l'urgence, clairement, on se dit que c'est pas forcément de faire un film, mais il y avait cette scène. Et voilà, une fois que j'ai compris cette scène de toute cette charge-là, effectivement, elle est pensée comme dans un jeu de prestidigitation, et alors même que le film va jouer à beaucoup de substitutions, y compris surtout par le montage, vous voyez, des effets de téléportation dignes de Ma sorcière bien-aimée. Là, c'est un effet de substitution sans coupe, c'est-à-dire comme du close-up magic, un effet de prestidigitation qui, alors même qu'on est dans un EHPAD, alors même qu'on est dans un rythme de plan qui certes nous rend curieux, mais qui ne crée pas de tension particulière, on est dans une forme de magie très littérale, qui est voilà, comment la main d'une vieille dame devient la main d'une petite fille, et comment cette petite fille rentre dans tous ces décors, dans toutes ces chambres qui sont autant de décors de vie importés, d'armoires trop grandes dans des chambres trop petites, et voilà, pour arriver finalement à comment toutes ces présences racontent une absence, voilà, c'est ensuite l'histoire du film, de substituer des corps à d'autres corps, et de jouer et c'est un film essentiellement, oui, sur la présence, et y compris parce qu'il ressuscite les absents. Et du coup, voilà, il y a l'idée que dans la scène d'ouverture, moi je la considère toujours comme une espèce de prologue, qui certes engage le personnage dans l'histoire, mais surtout nous engage nous dans un rythme de cinéma, dans une forme ça installe déjà une forme de suspense intime, et juste et avec cette idée que on va y croire très fort, parce que voilà, c'est un plan séquence de 2 minutes, on rentre dans des pièces, on sort dans des pièces, on pourrait frimer des heures à l'idée qu'on a fait ça, mais en fait c'est beaucoup plus modeste qu'une réalisation technique comme ça. Il faut arrêter de frimer avec les plans séquences, quoi. Je veux dire, il y a juste quelqu'un qui a des gros bras, et c'est une idée. Voilà, l'exécution c'est chiant, enfin, l'exécution c'est surtout pas difficile, mais par contre, voilà, l'idée de quel temps on prend pour regarder quelque chose, quel temps on prend pour dire au revoir, sachant que c'est la poignée du film, et voilà. Ah, c'est pas mal comme réponse déjà, ouais. C'est mon premier débat, et c'est déjà un débat un peu plus décalé, vous voyez. Voilà, on est en 2021, on passe direct au décalage. Parce que c'est la première mondiale en présence de Céline Sciamma, quand même, faut le dire. Non mais vraiment, c'est Roxane me l'a vendu comme ça, moi je l'ai cru. C'est vrai. J'ai rencontré des gens qui ont vu le film et qui vont y réagir dans quelques minutes. Non, au passage, je dis ça, tu racontes ce rapport entre la magie et la substitution dans une salle qui s'appelle Georges Méliès, et le premier trucage de l'histoire du cinéma s'appelle un truc par substitution, où tout à coup, là pour le coup, on arrête la caméra et un corbillard remplace une voiture, etc. Enfin, il y a un vrai rapport au côté très artisanal de la substitution. Quand on éteint la lumière et que tout à coup on bascule dans le lendemain, par exemple, on est effectivement dans quelque chose de très littéral sur la téléportation
Et sur le jeu avec la temporalité. Et sur le cinéma aussi, parce que c'est vrai que le film il est tourné en studio, cette maison elle est entièrement construite, on a tourné dans les conditions des pionnières du cinéma, et c'est vrai que voilà, moi je pensais à Germaine Dulac, je pensais à Alice Guy Blaché, je pensais à Mabel Normand, je pensais à toutes ces femmes qui ont inventé la magie du cinéma aussi dans justement des effets de montage, et donc une pensée pour un cinéma, voilà, le cinéma était muet, mais du coup incroyablement musical, puisque pas de relais de parole, donc un cinéma obsédé par le rythme et la coupe, et par la précision et aussi le caractère court. Voilà. C'est un film d'1h10, c'est pas facile de faire des choses courtes. Ouais, parce que ça implique de faire rentrer le spectateur dans une espèce de logique de co-création, je trouve, et d'appréciation pour se mettre au diapason du film, c'est-à-dire de jouir des effets d'écho interne, de l'intelligence, de la représentation de la temporalité, vraiment de rentrer dans une logique ludique sans quoi on peut passer à côté du film, y compris parce que c'est un film très sec. Et que faut pas arriver en retard, ouais, c'est sûr. Faut pas arriver en retard, ouais. Par exemple. Ouais. Non, mais moi, l'autre jour, je suis rentrée dans la salle de 40 minutes, et j'ai mis 5 minutes à m'acclimater au rythme du film. Ouais. Parce que j'étais angoissée, évidemment, parce que je me disais, genre, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que ça va être bien? Est-ce que c'est plus urgent? Mais au-delà de ça, oui, effectivement, je pense que c'est mon film qui sollicite le plus le spectateur dans la collaboration active, à lire les images, parce qu'on a vraiment cherché à créer un espace commun, un espace-temps qui justement, alors même que le film est un voyage dans le temps, on ne sait pas quand est-ce qu'il se passe, alors même qu'il y a deux époques, puisqu'il y a deux enfants qui vivent deux époques différentes, et bah, pour autant ces époques ne sont pas jouées de façon distincte, il n'y a pas de jeu d'essai-erreur, il n'y a pas d'effet de patine, on est exactement dans le même décor, c'est complètement contre-intuitif par rapport à un voyage dans le temps, mais c'est un voyage dans le temps qui, au lieu de visiter des époques, voilà, c'est des voyages dans le temps, hein, ils ont leur historicité au cinéma, mais c'est du tourisme dans l'histoire ou dans nos histoires personnelles, avec une idée de modification, avec une idée de paradoxe temporel, avec une idée de comprendre notre futur. Et là, moi, j'ai vraiment essayé de faire une petite machine qui fait voyager dans le temps, mais avec comme l'opportunité de partager un présent. Voilà, et c'est pour ça qu'elles sont aussi, on pourrait dire, elles ne sont pas dans la curiosité, elles ne sont pas dans la réparation, elles sont dans l'opportunité de se rencontrer et donc de se comprendre, quoi. Et c'est un peu fou parce que c'est vrai que quand on dit aux gens, ah, si tu avais une machine à voyager dans le temps, t'irais où? Il y a un côté, ah bah, j'irais voir Ptolémée, ou alors il y a le tourisme de l'histoire, soit assister à un événement, soit les gens plus actifs qui sont en mode genre j'irais tuer un dictateur. Il y a très peu de courageux qui vont voir le futur, très peu. Et ça, c'est parce qu'on est en 2021, je pense qu'en 1950, ils étaient plus nombreux. Et il n'y a personne qui dit je vais voir ma daronne à 5 ans. Il n'y a personne qui dit je vais voir moi, mais même pas pour se donner un conseil, juste pour dire ok, c'est moi, ok, c'est ce rapport. Et le voyage dans le temps intime, c'est-à-dire celui qui est le plus à notre disposition d'un point de vue imaginaire, celui où on a le plus de liberté, y compris pour s'imaginer actif, bah, il est désactivé, je ne sais pas par quoi, mais enfin il est désactivé, ça dépend des gens. Parce que là, je fais un peu de presse, il y a plein de gens, soit les gens disent ah, c'est tellement un fantasme d'imaginer ses parents enfants, soit les gens disent j'ai jamais pensé à ça de ma vie. Et on pourrait faire un sondage, qui a déjà pensé à ça dans sa vie? Donc maintenant on connaît bien les pourcentages, donc je dirais que ça fait 10% de 35%. Donc, c'est quand même une minorité. Ouais, assez clairement. Alors que vous avez été sélectionné parce que vous êtes représentatif et représentatif de la population française. Est-ce que la population française, il y a 80% féminine, juste pour savoir? Cinéphile, oui. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Malgré les apparences. Au passage, je reviens sur un geste qui m'intéresse, et puis après je te poserai la dernière avant de passer la parole. Dans les choses qui marquent ce désir de rompre avec la représentation des voyages dans le temps, il y a un truc que j'aime beaucoup, moi, alors que c'est une scène a priori très anodine ou qui pourrait l'être, c'est la scène du rasage. Parce que tout à coup, on a l'impression que le film affiche son désir de prosaïsme et que la beauté va être là-dedans. C'est-à-dire, voilà, en fait, d'une certaine façon, pour faire voyager dans le temps le rapport au personnage, il suffit de lui enlever sa barbe et on a l'impression qu'il est plus jeune et que du coup, la fille accède à un temps qu'elle n'a pas forcément connu ou dont elle ne se souvient pas. Et moi, cette idée-là, je la trouve extrêmement belle parce qu'elle raconte quelque chose du projet du film. Enfin. Complètement. Et c'est vrai que ce personnage du père, qui est le seul personnage qui appartient à une seule temporalité, possiblement le seul personnage un peu réel même,
En tout cas, c'est lui qui engage une dynamique plus naturaliste dans le film, sachant que c'est voilà, tenter de... lui, il appartient au réel, et donc mais de lui donner quand même une transformation. Voilà. C'est pas parce qu'on appartient au réel qu'on ne peut pas se transformer. Quoi. Et l'idée qu'en enlevant sa barbe, il révèle son visage d'enfant à son enfant dont c'est le rêve parce qu'il n'a jamais vu sans barbe, il y a quelque chose de l'ordre d'une transformation possible et d'une autre façon de présenter son visage. Voilà, je voulais que lui aussi il puisse activer dans le réel d'autres visages de lui-même voilà, qui sont des accès, quoi. Et que j'ai le sentiment que ça faisait, voilà, j'ai envie qu'il participe à cette dynamique plus active, parce qu'il est au spectacle d'une question, et puis sa réponse, c'est quand même de proposer ce nouveau visage. Et voilà, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin. Allez, la petite dernière, c'est sur une scène, enfin c'est plus compliqué je trouve, mais du coup c'est très beau, c'est ce que je préfère en fait, je crois. C'est la scène où la mère offre à sa fille l'opportunité de jouer. C'est la première fois que la question du jeu et du théâtre qui va être développée par les deux petites filles d'une certaine façon s'introduit dans le film, de jouer la scène des adieux qui n'a pas pu avoir lieu avec la grand-mère, et du coup elle la prend dans les bras, et on a le premier vrai au revoir, un peu solennel, charnel, par le toucher, etc. Et évidemment, le au revoir là est très beau, parce qu'à la fois on a la mère dans ses bras, mais en même temps on a la grand-mère qu'on projette, puisque c'est ce corps-là qui devrait être serré. Et en même temps, cet au revoir raconte à la fois la promesse de se revoir, très littéralement, et de se revoir enfant, et en même temps, c'est un au revoir extrêmement touchant, parce que la mère disparaît à partir de ce moment-là. Et donc en réalité, elle lui dit potentiellement adieu à cet endroit. Voilà, et donc je trouve ce geste extrêmement beau. Du coup, il fait écho à la disparition du personnage, puis à sa réapparition, puisqu'elle finit par investir ce lieu vide à la fin en disant qu'elle voulait le revoir une dernière fois. Elle apparaît directement dans le plan, sans entrée de champ ou sans de l'espace vide, etc. Et ça prélude à la séquence de véritable au revoir à la grand-mère plus jeune au moment du départ à l'hôpital, où là, tu choisis de faire prendre sa mère enfant dans les bras pour dire au revoir. Donc, on a une autre embrassade, mais cette fois avec la mère. Et il n'y a pas d'embrassade avec la grand-mère. On pourrait se dire que le fantasme, le rêve, etc. permet de rejouer ce geste-là avec la grand-mère dans une autre temporalité. Et là, il y a encore un au revoir un peu raté, un peu distant, avec la grand-mère qui est déjà dans la voiture. Comment tu as pensé ce geste-là? Comment le film se structure autour de cette question de l'au revoir? Puisque tu l'as cité tout à l'heure dès ta première réponse. Bonne chance. Je ne sais même plus ce que c'est ta question. C'était ample. Non, mais je crois que ça. En fait, cet effet poupée russe, j'ai même pas tellement envie de le décoder, parce qu'il est offert, j'espère qu'il a sa générosité, et que par ailleurs, il est même pas symbolique. J'ai l'impression que moi, j'espère que le film, il propose des sensations, et notamment la sensation d'une espèce de fluidité de nos âges, voilà, et une fluidité des corps, et qu'effectivement il y a une espèce d'emboîtement des craintes, mais qui correspond à cette idée de la transmission qui parcourt le film, quoi, la transmission de tristesse, et le grand mystère de dire quelle est l'origine de notre mélancolie, de la mélancolie de nos parents. Donc la circulation pour moi, il y a vraiment l'effet magique de la substitution des corps, et aussi et du coup d'abolir l'espèce de hiérarchie comme ça. Et peut-être que dans ces étreintes qui se substituent à d'autres étreintes, des corps, d'autres corps, il y a l'idée de vraiment créer de l'horizontalité dans l'esprit de famille, et de vraiment aller au bout de la question, qui est, d'ailleurs le film est interprété par deux sœurs. Dire, mais si je rencontre ma mère enfant, est-ce que c'est pas plutôt ma sœur? Est-ce que c'est pas mon amie? Est-ce que c'est pas mon amoureuse? Et de créer une espèce de réveiller nos corps d'enfants, dans le sens de les rendre actifs en nous. Et c'est plus, je crois que c'est ça qui se passe aussi dans la circulation entre les corps dans le film. Parce que sur les au revoir, bon, bah, c'est de l'écriture, donc tu l'as dit, tu as tout dit, voilà, l'enjeu, c'est le revoir, et j'ai l'impression que selon
selon les spectateurs et spectatrices, c'est une des vraies leçons du film, le soin, l'importance des au revoir, quoi, que c'est un enjeu dramaturgique suffisant, et en même temps, jamais. Moi, en même temps, le dernier au revoir que tu trouves satisfaisant, moi, je le trouve complètement. Je le trouve pris dans le grand trouble du film, parce que finalement, la sérénité de la grand-mère qui dit au revoir, du point de vue de la grand-mère, est juste, en fait, quoi. Donc, voilà, tout dépend de. Ouais, je sais plus répondre à cette question. C'est le moment de rendre les spectateurs actifs comme les enfants du film. Qui veut poser la première question? Vos réactions, hein. Allez-y. Oui, j'arrive. D'abord, merci beaucoup. Merci aussi au cinéma Méliès. Je pensais, parce que vous avez commencé du coup en parlant du gilet qui était à votre grand-mère, et on a parlé aussi, enfin, ça parle énormément de ce que les traces de la famille peuvent laisser, et du coup je me demandais une question assez simple, c'est comment votre propre histoire a influencé le film ou l'idée du film au départ. Ça, c'est une question à laquelle je devrais être toujours prête et à laquelle je suis jamais prête à répondre. Et je pense que ça va être pas mal, en fait. Le film, il est complètement... Il est perclus de fétiches qui sont intimes, qui sont des objets que j'ai mis un peu magiquement dans le film, comme certains costumes, ou la canne, qui est la véritable canne de ma grand-mère. Il a été tourné dans la ville où j'ai grandi, que ce soit la forêt ou cette incroyable pyramide, qui ne se visite pas malgré les apparences. Et j'étais donc hyper connectée à mon enfance. J'étais en train de construire une cabane à 2 millions d'euros, à un endroit où j'ai une cabane avec 2 bouts de bois, quoi. Avec une chef opératrice, un chef déco, vous voyez. Donc il y avait quelque chose du caractère un peu enfantin et joueur du cinéma qui sur ce terrain de jeu d'enfance prenait vraiment toute sa dimension. Et après, vraiment pour être honnête, j'ai plutôt essayé de pas engorger le film d'une intimité qui serait la mienne, ou d'une intimité qui serait même plutôt celle des personnages, ou une intimité qui serait la même, qui serait complètement cachée dans l'intimité des personnages. Parce que justement, quand je suis tombée sur cette histoire de « Ah, ce serait cool une petite fille qui rencontre sa mère enfant », j'avais l'impression que ce soit fou qu'il n'y ait pas eu déjà 15 000 contes là-dessus, en fait. Et du coup, je me disais, il y a une dimension mythologique, il y a quand même quelque chose même d'un peu dangereux dans cette histoire si simple, que j'ai envie de respecter à fond, que j'ai envie de raconter un peu, respectueusement, de façon très droite, sans commencer à l'investir de 1000 détails personnels. On ne sait même pas ces gens, de ne pas commencer à l'investir d'une histoire familiale précise ou d'une époque précise. Même j'avais vraiment envie que, même si je pense que pour un enfant des années 80 de ma génération, il y a des détails qui reluisent un peu plus, mais qu'un enfant de 2020 vraiment puisse se dire c'est moi et ma maman née dans les années 80, qu'un enfant dans les années 80 puisse dire c'est moi et ma mère née dans les années 50. Enfin bref, vous voyez qu'il y a une possibilité, une place pour votre intimité qui soit sollicitée uniquement, dynamisée, activée par cette hypothèse du rêve d'être enfant avec quelqu'un. Voilà. En l'occurrence ici sa mère. Et du coup, après, la question de la grande question intime, c'est la question du grand mystère que sont ses parents, la question de vouloir, comprendre l'origine de leur tristesse. Voilà, tu n'as pas inventé ma tristesse, c'est une phrase importante pour moi. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire le film, un peu envie de faire gagner du temps aux enfants, quoi. Oui. Les pauvres, ils galèrent, là. C'est pas cool, là, d'être enfant en 2021. De ce point de vue, il y a une autre phrase qui a l'air quand même très très porteuse de sens, c'est quand la petite fille dit à sa mère que finalement, elle a profité de son départ, que son absence lui a été très bien vécue, qu'elle a vécu des choses formidables,
pendant qu'elle se sentait coupable d'être absente. Oui. Le film, il essaye de vraiment construire un safe space, c'est-à-dire il n'y a pas de conflit, il n'est pas fondé sur des conflits. Il n'y a pas de conflit entre les personnages, les enjeux de dialogue, c'est des gens de bonne foi, en tout cas pas de mauvaise foi, qui tentent de se comprendre, de se dire des trucs. Et donc, ça, c'est des dystopies scénariques, mais bon, qui ne sont passées pas non plus, on n'a pas inventé des vies et des périodes, on a inventé des gens sincères qui se disent sincèrement les trucs, donc ça va, on a les moyens. Quoi. Et pourquoi je disais ça? Ah oui, parce que elle lui a dit, et du coup, oui, elle lui dit c'est bien, oui. Oui, mais je crois qu'il y a beaucoup de phrases qui cherchent globalement à créer de l'égalité, c'est un peu le but, quoi, à créer de l'égalité entre les adultes et les enfants dans le film, et que les enfants se sentent également respectés que les adultes. Et pour moi, la phrase qui produit ce déclic, je ne sais pas, vous me direz, c'est quand, dans le film, c'est conçu pour que, au moment où l'enfant pose une question et sa mère lui dit oui, bah, tu poses toujours les questions quand il s'agit d'aller te coucher, la réponse c'est bah oui quand je te vois, et là, à ce moment-là, normalement dans la salle, ça calme tout le monde. Là les enfants ils sont genre ouais, et les parents ils sont genre ouais. Et le projet du film c'est ça, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi des sœurs pour le jouer, et en plus il se trouve qu'elles sont jumelles, mais c'était pas tant pour travailler à une forme au fait qu'elles soient identiques physiquement, au contraire, elles sont filmées de façon très, très différente. Moi, j'ai pas du tout cherché à les rapprocher, au contraire, c'est difficile par ailleurs, parce qu'elles sont très différentes, donc ça aurait été un gros boulot de les rapprocher. Mais cette idée qu'elles soient complètement à égalité, voilà. Il n'y a pas de quelqu'un plus grand taille, mais plus. Voilà, c'est le pacte qu'on fait ensemble, c'est genre, ah ouais, là, ça c'est l'égalité totale. Elle rencontre vraiment sa maman au même âge qu'elle, au jour près. Ouais. Et ça me. Pourquoi je vous parle de ça? Putain. Pourquoi je vous parle de ça? J'ai des trous, hein, c'est un moment. Ouais. Sur la phrase déterminante, calme tout le monde. Voilà. Sur le bord du lit. C'est là. Et voilà, le film il procède par paliers comme ça de confiance. Quand je te vois. De confiance. Et l'égalité entre les personnages, entre adultes. Exactement, l'égalité. Le quand je te vois, par ailleurs, introduisant ce thématique très important dans le film du visible-invisible, présent-absent, tout ça, c'est vrai, y compris pour la question des fantômes, parce qu'il y a quand même cette question des fantômes qui passe entre autres par les draps, qui trouvent les meubles, etc. Et la question du fantôme, c'est évidemment cette mère qui disparaît, dont on ne sait pas si elle va revenir, c'est la grand-mère dont on ne sait pas si à un moment elle va réapparaître, c'est la panthère noire aussi, qu'on peut voir ou pas, enfin, en l'occurrence quand elles sont ensemble dans le lit, elle ne la voit pas par exemple, qui a l'air d'être aussi un jeu avec le fantastique, avec lequel le film joue par ailleurs. Cette question du fantastique, renvoyant à la question de la pyramide, t'as pas dit où c'était, mais c'est à Cergy, c'est la même que le film Guillaume Braque. Cergy Pontoise. Voilà, Cergy Pontoise. RER dans l'île au trésor. Une heure porte à porte. Voilà. Et donc on ne peut pas la visiter, arrêter, ça sert à rien de faire du tourisme là-bas. Les téméraires peuvent. Voilà. Vous êtes téméraires. En tout cas, c'est grâce au film que j'ai pu la visiter. Et j'avoue que quand j'étais dans un bateau en mode on a envers ce truc, j'étais en mode j'ai eu ma meilleure vie. Donc, je peux pas le cacher. Mais ça vaut le coup, c'est cool de rentrer là-dedans. Alors apparemment, il y a des espèces de silures géants qui vivent dedans et tout, mais je les ai pas vus. Par ailleurs, ça renvoie à ça, là, parce que la forme de la pyramide n'est pas très loin de la forme de la cabane. Enfin, il y a un espèce de jeu sur les habitations, les deux maisons jumelles et la pyramide et la cabane qui semblent se faire un peu écho. Et sauf que c'est une maison des morts, une pyramide. Et Alexandrie, je l'ai bien survu. Et le clin d'œil à la distributrice qui s'appelle Pyramide, quand même. Il y avait une question. Ouais. Oui, alors moi, je voulais parler des moments de jeu entre les deux filles et toute l'enquête qu'elles imaginent entre la comtesse, l'enquêteur, machin. Et savoir comment ça marche, j'imagine que c'est l'impro, et savoir entre ce que vous écrivez avant et comment ça marche, les endroits que vous leur laissez pour inventer complètement ce jeu-là, ce qu'elles apportent elles, et aussi est-ce qu'on sait qui a fait le coup à la fin. Alors non, ces scènes de jeu, c'est vraiment des scènes qui sont totalement écrites. Donc elles jouaient. Et tous les dialogues sont très écrits, et même c'est même le moment un peu plus littéraire, quoi. Il y a des trucs, faut les sortir. Vous savez, les secrets, c'est pas forcément des choses qu'on cherche à cacher. Parfois, il n'y a personne à qui les dire.
Quelle intro! Donc non, ça c'est vraiment le petit détective, enfin, j'appelle ça le petit détective. Dans ma tête, je rêve d'en faire une série 12 fois 10 minutes pour une plateforme. Ça me rendrait folle de joie, je crois. J'ai adoré tourner ça. Et au départ, comme d'ailleurs, quand je montrais des scènes du film, je montrais que ça à mes amis. Je pense qu'ils devaient se dire genre, mais c'est naze ce film. Elle joue super mal, ça va être genre... C'est Lydia Song avec des enfants, quoi. C'est pas mal tout en se disant qu'elle joue super bien et qu'elle veut être actrice. Bah ouais, mais elle joue super bien qu'elle joue, quoi. Non, elle n'en veut pas. Et du coup, dans ça, il n'y a pas du tout d'improvisation. La scène d'improvisation du film, c'est quand elles font des crêpes. Trop de lait, ouais. Et voilà, uniquement. Et du coup, là, il y a quelque chose de l'ordre de leur. Ce qui se passe entre elles qui est absolument réel, mais pour le reste, c'est très précis, très, très écrit, c'est beaucoup de travail de leur part, du coup. Hein. Et oui, moi je travaille avec les enfants exactement comme avec les adultes, c'est-à-dire parce qu'on fantasme un peu aussi ce qu'on demande aux acteurs, on fait comme si les adultes, on leur demandait je sais pas quoi, tout leur cœur, on est à chaque fois quand même, globalement, tourner une scène, un dialogue avec un acteur, c'est chaque scène, chaque enjeu, chaque jour, et globalement on lui dit, ben voilà, tu passes par cette porte, tu passes par voilà, c'est des indications physiques, des indications de rythme. Et avec les enfants, c'est exactement la même chose. La seule difficulté, c'est qu'il faut se guider, quoi. Parce que vous avez que 3 heures par jour pour tourner avec eux, ce qui est absolument normal. Et complètement connecté à leur biorhythme. Du coup, il faut. Voilà, on ne cherche pas avec des enfants, quoi. Pas sur un film comme ça. Tu n'as pas entièrement répondu au sens de ces scènes, quand même, et ni à qui est le meurtrier, quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais sur le sens de ces scènes, ça m'intéresse parce que tu prends un risque, quand même, en montrant à tes amis ces scènes-là, de prendre le film par ce bout. Moi, c'est mes images préférées. Du film. Le petit détective, ça me. C'est genre, la petite fille avec la cravate, là, c'est genre mon image préférée de toutes les images que j'ai faites. Je le dirais pas, mais je le dis. Le sens, non, il y a évidemment. Il y a à la fois tout simplement le fait de regarder aussi, de les regarder comme des sœurs, de regarder les enfants qui jouent, le sérieux des enfants qui jouent. Et globalement, quand on regarde les enfants qui jouent, quand on regarde les histoires qu'ils fabriquent, le niveau de sentimentalité, de sacrifice, voilà, c'est des dramaturges, c'est Shakespeare, quoi. Et voilà, comme le film, il est globalement une invitation aussi, ou en tout cas, ouais, il prend les enfants au sérieux, quoi. Il prend les enfants au sérieux dans tout, y compris dans leur imaginaire de ce que c'est le monde des adultes et de comment ils se jouent. Et bon, évidemment, il y avait cette idée qu'elles avaient un enfant ensemble et que ça, ça me semblait, voilà, à la fois aller la suite logique et en même temps incroyablement troublant. Et j'avais envie voilà, moi, ça, c'est les scènes pour lesquelles je fais le film aussi. Qui me décide, quoi. Donc, je me dis, bon, allez, ça. J'ai envie de regarder ça, quoi. La scène, et ces scènes où elles jouent, en plus, elles sont vraiment tournées dans des dynamiques où il y a leur mise en scène, dans la mise en scène, quoi. Et c'est des scènes où, par ailleurs, elles ont des textes difficiles, il y a des plans séquences, donc par ailleurs, c'est de mettre de mettre la mise en scène de cinéma au service de leur jeu. Voilà, ça fait partie des effets de miroir des mises en abîme du film, comme La Cabane à 2 millions d'euros. Et c'était hyper. Et c'était aussi une façon de trouver, de travailler un autre cinéma. Moi, c'est vrai que ça permet de tenter plein de choses. J'ai pu tenter vraiment du cinéma magique, et un peu de burlesque, en fait, avec ces personnages-là. Quand elle arrive et qu'elle lui dit vous êtes blessé et que la solution qu'on trouve pour voir la canne, c'est qu'elle la jette et qu'elle l'attrape, comme ça, moi j'ai l'impression de travailler de la comédie. Et c'était les scènes où elles avaient un grand plaisir à jouer ces scènes, quoi. Et voilà. Une autre question. Oui, Vincent, on essaye très très fort et si ça ne marche pas, j'arrive. Du coup, c'est peut-être pas une question, c'est plus une remarque. C'était vraiment ce qui m'a marqué, c'est à quel point le film est silencieux. Silencieux non parce qu'il y a beaucoup de scènes de dialogue, mais la cuisine, tout ce qu'on entend dans la cuisine, moi j'avais vraiment l'impression d'être chez ma grand-mère ou chez mon arrière-grand-mère et
Et c'était vraiment très plaisant parce que j'ai pas eu beaucoup l'occasion d'entendre ces sons-là au cinéma. Et du coup, voilà. Ce choix de son de frigo, c'est des jours de réflexion, donc vous me faites plaisir. C'est la grande beauté du travail en studio, c'est que quand on tourne en studio, il n'y a pas une ambiance. Vous voyez, vous êtes dans une pièce en tôle, Brie-sur-Marne. Donc, d'ailleurs, avec de la chance, il n'y a rien, parce que ça se trouve, il y a des travaux. Mais du coup, on compose toute l'ambiance, évidemment, toute l'ambiance sonore. Et là aussi, on a décidé de jouer la plus grande des continuités, donc que le commun des lieux, que l'étrangeté passe dans un son de frigo qui, à 30 ans d'écart, sonne exactement pareil. Il y a même un jeu de, par exemple, quand la petite elle se lève et qu'elle entend ses parents qui préparent le petit déjeuner, ce hors-champ qui est fabriqué en bruitage, ben, on l'utilise exactement le même quand c'est la grand-mère qui prépare. Donc évidemment, ça c'est pas... Là, on est dans behind the scenes, mais je veux dire, c'est pas des anecdotes, c'est des choses que vous vivez, quoi. Il y a une espèce de permanence sonore qui est d'une précision, puisqu'on a inventé toute l'acoustique, qui est un travail qui a compté pour moi justement dans la grande fluidité et de pouvoir jouer ces magies de transition grâce à des sons les plus triviaux. Et on a eu la même dynamique sur la lumière avec la chef opératrice Hermaton, d'une unité lumineuse et de vraiment une unité de temps entre les décors. Avec quand même un travail chromatique pour, entre autres, jouer ce contraste entre le vert et le rouge qui est quand même très présent, qui permet d'intégrer l'automne. Enfin. Et sur les sons, j'en cite 3-4 en plus, parce qu'ils sont très présents, je trouve. Il y a le vent au début, il y a la présence de la pluie, notamment qui surgit quand le prénom surgit, une espèce de coup de tonnerre et la pluie qui se met à tomber, qui du coup coupe court au dialogue, et donc ça permet d'imposer comme une évidence cette dimension magique qu'on évoquait là. Et à l'intérieur de la maison de la grand-mère, il y a en particulier le bruit de la gazinière, qui est extrêmement beau. Enfin, il y a un vrai truc. Non, mais voilà, on a été sensibles tous les deux, je le dis, quoi. Ouais. Aux États-Unis, il y a des spécialistes des gazinières. Hein. C'est les armes à feu. Les mecs qui font du sound design d'armes à feu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'était pour dire d'abord que j'avais une question sur est-ce que tu as lu Once on Fire, Teaching My Mother How to Give Birth, et est-ce que ça a influencé ça pour écouter ma mère et ma soeur et ma fille, etc. Et du coup, je me demandais si tu savais. D'accord, ça fait. Ah ben, on sait. Et la deuxième chose, c'était pour revenir sur le truc du petit détective. En fait, moi, je trouve que les moments où on voit en tout cas que toi, tu t'amuses de plus, c'est ces trucs-là. Du coup, je trouve ça étrange que tu dises que tu hésitais à les montrer aux gens. Parce qu'en fait, moi aussi, maintenant, j'ai envie de voir le petit détective. Et aussi, je pense qu'il y a vraiment un côté. En tout cas, il y avait un côté qui était vraiment flippant, à voir les enfants en train de jouer, etc. Et en fait, il y avait quelque chose comme qui oscillait, comme si tu pouvais pas forcément complètement aller à fond dedans. Alors qu'en fait, moi, j'aimerais vraiment beaucoup voir un film avec, tu vois, de la comédie, du burlesque et de toi qui fait l'enfant, quoi. Voilà, donc c'était juste pour dire ça, parce que c'était vraiment cool. En tout cas, je trouve que, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé les moments très enfantins et d'amusement, et du coup, je me dis, voilà, le petit détective, une comédie burlesque, enfin, peu importe, mais ça serait vraiment cool. Je prends l'élan, franchement. Merci. N'hésitez pas d'écrire à toutes les plateformes qui pourraient financer ce projet, c'est initial. Une autre question? Oui. Moi, j'avais beaucoup des impressions de Back to the Future, surtout avec, du coup, tu l'as dit avec, elle s'est partie de son amoureuse avec sa meilleure amie, et je suis genre, I'm finding a Barbie! Et du coup, je voulais savoir si dans cette dernière scène, quand elle donne sa mère par son prénom, est-ce que sa mère comprend? Est-ce que sa mère se rappelle? Est-ce qu'il y a vraiment un truc de boucle qui a été bouclé où sa mère se rappelle d'elle? Comme une amie qui a duré 3 jours pour son enfant, juste avant son opération. Et est-ce que ça arrange sa mère? Je sais pas. Mais ça m'a fait ce Mais il y a toute l'ambiguïté. Pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, pour moi, ce qui compte, c'est que c'est l'adresse par le prénom et comment dire. Pour moi, ce qui compte, c'est moins le Marion que le Nelly, quoi. Et que cette chose, ouais, d'un coup, de regarder sa mère complètement comme un individu et le fait qu'elle y accède aussitôt. Mais oui, il y a le doute. Et
voilà, de quand datent ces retrouvailles. Et je j'ai pas du tout la réponse. Parce que voilà, contrairement à Retour vers le futur, il n'y a pas de machine à voyager dans le temps. C'est que le film, la machine à voyager dans le temps. Mais en tout cas, par rapport à Retour vers le futur, c'est évidemment c'est une matrice du film Voyage dans le temps, et moi, un de mes films préférés, que j'ai beaucoup étudié. Mais qui a un rapport justement un peu plus capitaliste au voyage dans le temps. C'est vraiment la question de la rentabilité, quoi. C'est vraiment au point de départ, rien ne va dans sa vie, son père est un loser, sa mère est alcoolique, son frère est en prison, voilà, on fait tout un portrait. Et puis finalement, quand il revient dans le futur, tout va bien, parce que tout va bien, parce qu'on a de l'argent, quoi, aussi. Et d'ailleurs, dans le 2, ce qui se passe, c'est comment l'argent change de main, et donc c'est aussi une fiction sur la rentabilité du voyage dans le temps, et c'est pour ça qu'elle appartient tellement aux années 80 et qu'elle était mais elle, pour le coup, il en assume beaucoup plus aussi la rivalité oedipienne et l'ambiguïté amoureuse, et c'est un film de formation franchement assez inégalable. Hein. Mais je pensais en termes vraiment d'amitié, je pensais vraiment à Big de Penny Marshall, qui est l'histoire de Tom Hanks qui décide qui un jour fait le souhait de devenir grand dans une fête foraine, et il se réveille le lendemain matin grand, et il va mener sa vie, travailler dans le jouet évidemment, et puis tomber amoureux. Et donc cette espèce de, pour le coup, quand je repense à ce film, je me dis justement il était tellement subversif en un sens. Et donc ouais, ça fait partie effectivement des références du film. Je cite juste Mais une j'ai autre. pas répondu à ta question. Vraiment une capacité de capter ses parents et de les recadrer assez vite par une phrase. Mais je pense que c'est des personnages du diagramme. Et aussi que les petites mamans, c'est pas forcément les mamans quand elles sont petites, c'est souvent les enfants qui sont globalement globalement responsables et toujours qui prennent soin des adultes. Ouais. Je voulais que ça fasse partie de la circulation, quoi, la responsabilité, et notamment la responsabilité de la curiosité, de l'attention, du soin, qui regarde quoi. Il y a une autre séquence où il y a une vraie faille temporelle. Hein. C'est quand Marion dit à Nelly je te désire déjà, comme enfant. Je sais déjà que je veux t'avoir. Je pense déjà à toi. Je pense déjà à toi. Évidemment... Penser n'est pas désirer. Ouais, c'est vrai. Oui, je sais. non, on ne sait pas forcément. Mais il y avait une phrase après ça que j'ai pas tournée. C'est pas qu'elle est coupée au montage, mais je la trouvais trop adulte. J'avais trop besoin de leur expliquer, donc ça veut dire que ça marchait pas. Et elle disait oui, est-ce que tu penses. Donc ça minorait d'ailleurs l'effet de désir inclus dans la pensée. Elle disait oui, est-ce que je te voulais? Oui, ça ne m'étonne pas parce que je pense déjà à toi. Et après elle disait toi aussi, on te dit quand tu auras des enfants. Et elle disait oui, et elle riait toutes les deux. Oui. Non, et ce qui est très beau dans cette faille-là, c'est que tout à coup, on a l'impression que le film peut se renverser entièrement et être vu du point de vue de la mère, et que finalement, c'est son voyage à elle qu'on est en train de percevoir. Enfin, il y a un côté comme ça, un retournement complet de la narration possible. Ouais. C'est pas une question. Non, je suis d'accord avec toi. Oui, j'arrive. C'est plutôt une remarque un peu. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de très joli avec la thématique de la forêt, qui est un peu du coup un lieu, qui est en fait le lieu qui permet du coup ce glissement temporel. Et ça m'a un peu fait penser comme à la forêt. C'est un peu de vous rencontrer.
Et je voulais juste te dire que donc j'ai beaucoup aimé le traitement de la forêt et comme lieu du coup assez magique pour les enfants qui leur permet d'osciller de temporalité, ça m'a fait penser un peu dans un registre très différent évidemment à mon voisin Totoro. Donc voilà. Et c'est un bon rapprochement parce que c'est, oui, le film, il pense beaucoup à Miyazaki et il pense beaucoup à quand j'avais un doute, une question à résoudre, je me disais tout le temps que ferait Miyazaki, quoi. Qu'est-ce qu'il ferait? Et la question même l'automne en fait a été choisie un peu. Moi au début je pensais au film un peu comme un film d'animation. Ça m'a aidé à penser aussi le nuancier, la flamboyance et surtout des milliers de feuilles dans cette forêt qui était beaucoup trop verte pour la rapprocher de Kyoto. Mais oui, il y a complètement une pensée pour mon voisin Totoro, que ce soit dans le nuancier et dans le rythme aussi. Parce que et dans l'idée des héroïnes aussi. C'est un rapprochement proche. D'ailleurs, il est dans le 4 pages qui est à la sortie de la salle et qui vous sera aussi distribué par la distributrice Roxane Avant, qui est venue avec des petits goodies en cadeau, puisque vous êtes les premiers spectateurs à assister à une rencontre sur le film. Alors vous allez repartir avec des petits bracelets, des petits cabanes à monter. C'est très pratique. Tout le monde rentre en métro. Quelques planches dehors avec les feuilles peintes. Qui veut poser une autre question ou remarque? Oui? Non, vous n'avez pas le droit, vous êtes trop loin. Bonjour, merci beaucoup. Il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce film et dans votre film précédent du coup, qui est même sans parler de voyage temporel, qui est la bulle des personnages. Ils sont pas dans leur quotidien, ils sont pas dans leur maison, ils sont éloignés. Et je voulais vous demander pourquoi vous pensez que c'est si intéressant et si révélateur de voir ça au cinéma, de coincer des personnages ailleurs que dans leur quotidien, que dans leur réalité normale en fait. Je réfléchis sincèrement parce que j'ai envie de vous répondre d'abord, c'est commode. Non, mais honnêtement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille pas sur des péripéties, enfin voilà, qu'est-ce qui fait qu'on décide de regarder quelqu'un à un moment, qu'est-ce qui fait qu'on décide de regarder un personnage à un moment, et moi c'est vrai que je construis pas les films autour de personnages, de backstory, c'est un mec qui fait ça pour ça, il s'appelle comme ça, et on sait rien, ils n'existent pas, quoi. Quand on me demande des nouvelles des personnages, genre oui, mais je sais jamais, ça n'existe pas. Il n'y a pas de nouvelles à donner, j'en sais rien. C'est dans notre tête, c'est super. Vous pouvez m'en donner autant, quoi. Et surtout, j'y pense jamais, quoi, vous voyez. Et du coup, qu'est-ce qui fait événement, quoi? Qu'est-ce qui nous... À partir de quand on commence à regarder quelqu'un, quoi? Et moi, c'est vrai que y a quand même beaucoup de meubles sous les draps, quoi, dans les films. Je me rends compte que c'est vraiment genre... chaque fois, j'ai l'idée quand même, du coup, il y aura des draps sur les meubles. Ok, d'accord, ouais. Donc, j'ai une obsession d'aménagement. Mais non, ouais, pour moi, c'est toujours délimiter le terrain de jeu. Voilà. C'est délimiter le terrain de jeu. Et après, dans les films, soit du coup, on a des expositions, on délimite des terrains de jeu qui sont, voilà, ça c'est elle, qui là. Soit d'un coup, on découvre les terrains de jeu avec les personnages, quoi. Et c'est vrai que, comme aussi j'ai tendance à faire des films avec, jusqu'ici, c'est toujours un seul point de vue, on est embarqué avec quelqu'un. La cartographie du monde se fait par ses yeux, donc voilà, si on découvre le monde avec elle, c'est possiblement, on est plus actif, on participe, on n'a pas de train de retard en fait, quoi. On vit tout au même rythme que le personnage, et c'est vrai qu'après du coup on peut choisir des niveaux de BPM, quoi. Là c'est vrai que le film par exemple il est court, il vous sollicite beaucoup, en même temps il va compliqué, mais sur un truc j'espère qu'il crée une petite inquiétude et que cette inquiétude, voilà, pour moi c'est un peu le cœur battant de l'enfance, quoi. Un truc où c'est plus des choses, voilà, c'est penser à des choses comme ça, quoi. Et en même temps c'est pas non plus épique, quoi. Ça reste du
quotidien. Mais c'est ouais, l'idée de concentration, l'idée d'un temps restreint, l'idée d'une occasion, d'une opportunité, de voilà, on sait ce qu'on regarde et on va le regarder très fort, être concentré, l'explorer. Ça doit ressembler à ouais, c'est mes solutions en fait. Du coup, et c'est sans doute ce dont je suis capable, tout simplement. En fait. J'ai pas envie de vous le vendre, j'ai aucun rapport au symbolisme, par exemple. Voilà, j'investis pas de symboles, les lieux, ou les couleurs. Donc c'est vrai que je suis assez matérialiste en fait dans la façon de. Et donc, ouais, j'aime bien tracer le truc à la craie au début. Après, c'est aussi cette concentration-là qui tout à coup donne une densité aux choses, parce qu'elles sont d'une certaine façon en nombre limité. Enfin, c'est le pari, oui. Le plaisir de ce film-là, il est aussi là-dedans. Il est de se dire, mais comment est-ce que le film peut tenir sur des éléments aussi ténus, sur un nombre de personnages aussi restreint. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait un surgissement d'un personnage à mi-film qui changerait tout. Le travail sur la couleur, il y a des choix, par exemple, hyper tenus, comme la présence de la forêt en arrière-plan, y compris par toutes les fenêtres qu'on voit depuis l'EHPAD du début. Enfin, et tout à coup, le film prend de la présence aussi par la force du parti pris, en réalité. Et ça permet du coup aussi d'éveiller la curiosité et le spectateur tout simplement, qui va aller chercher l'endroit où tout à coup on se dit, tiens là il y a le secret du film, enfin il y a une espèce de quête un peu heuristique et sensible comme ça je trouve. Et comme on a cité quelques phrases un peu clés, il y en a une qu'on n'a pas citée mais qui me paraît assez déterminante, qui est le moment où le personnage explique qu'elle va faire une opération parce que l'opération va lui permettre d'échapper à la répétition de la maladie de sa mère. Et quand même, j'ai l'impression que ça aussi, c'est quand même un des vrais sujets du film, c'est-à-dire comment on fait en sorte de ne pas être exclusivement dans la reproduction et comment du coup on s'invente sa propre vie, son propre destin. Oui, on peut. Enfin, là, c'est dans une version où on est très actif, mais j'ai l'impression que la transmission de trauma n'y échappe pas et que l'endroit où on peut être actif, c'est l'identifier, le regarder, le questionner, demander des comptes, j'en sais rien. Mais que donc c'est plus le regarder ouais, raconter ça et raconter que la question que se pose l'enfant, c'est oui, est-ce que je suis l'origine de la tristesse des autres en fait, quoi. Et donc voilà, cette transmission traumatique ou mélancolique ou de tristesse selon comment on veut la nommer, elle est montrer à un enfant qui investigue ça, voilà, c'est ça le moteur du film. Ça vaut compris pour le père d'ailleurs, parce que pour le coup, il va lui vers une confession de quelque chose qu'il n'a jamais dit à l'enfant, c'est-à-dire sa propre peur, et en l'occurrence la peur de son père. Et donc là aussi, on est dans un jeu de parallèle et de mise en abîme sur ce qui se transmet d'un père à son fils comme d'une mère à sa fille. Non, mais l'endroit où c'est du cinéma, c'est qu'on a des réponses à nos questions. Hein. Ouais. Enfin, les personnages ont des réponses à nos questions. Qui pose la petite dernière? En général, quand on dit ça, il y a deux mains qui se lèvent. Parce qu'en l'occurrence, à peu près le temps dont on dispose maintenant, je crois. Ouais, bien joué. J'ai pas vu la deuxième, mais ça va venir. C'était parce que tout à l'heure vous parliez du moment où la mère enfant dit à Nelly qu'elle pense déjà à elle et que le film aurait pu voilà, changer de point de vue à ce moment-là. Et il y a un autre moment où personnellement ça m'a fait ça, c'est le moment où le père prend Nelly dans ses bras et que du coup la mère enfant regarde le père et dit merci. Et du coup je me demandais un peu dans quelle temporalité était ce merci-là. Et oui, c'est un double merci. C'est merci pour les crêpes, merci pour la soirée, et puis peut-être oui, merci pour cet enfant. Et il a été en plus, il est tout petit. Et pendant longtemps, il était muet. Et puis on avait tourné sonore parce que c'est très difficile pour elle de jouer en merci muet, c'était très abstrait.
Et puis finalement, on l'a mis tout petit comme ça. Quasiment le dernier jour, je l'aime bien, je le trouve mignon. Enfin, je ne l'ai pas beaucoup entendu, mais on l'entend en tout cas, vous l'avez entendu. Okay. Mais oui, voilà, il y a cette enfin, cette double idée. Elle le joue d'ailleurs, hein. C'était dans l'enjeu pour elle. Tu dis merci pour le spectacle de plusieurs choses. Voilà. On n'a pas tellement parlé d'ailleurs de ton choix des actrices. Tu as parlé des 2 sœurs jumelles, mais comment est-ce que tu as composé le casting du film? Ce sont mes enfants. Je ne vois pas souvent. Et... Du coup, tu peux citer le nom de Christelle Barras, qui peut-être est toujours montreuilloise, hein? Absolument. Toujours. Ah ben oui. Et ben non, enfin, le casting s'est fait par une petite annonce et on a voilà, on a reçu et il disait que les sœurs, moi j'avais envie de sœurs, voilà, que les sœurs étaient les bienvenues, que les sœurs jumelles aussi, et on a reçu voilà, c'est jamais très intéressant. On a reçu des candidatures, on les a rencontrées, on les a aimées. Je pensais plutôt aux parents, en fait. Parce que ça, tu l'avais déjà dit. Ah, les parents. Oui, ah bah, les parents, c'est... Oui, bien sûr. Les parents, c'était écrit avec Nina Meurice qui joue la mère en tête. Parce que j'aime... Voilà, je l'aime depuis Saint-Cyr, de Patricia Mazui. Et puis... Et voilà, j'ai pensé à elle. J'avais envie de travailler avec elle, c'était l'occasion. Et pour Stéphane Van Rupen et Margot Abascal, qui joue donc la grand-mère, la jeune grand-mère et le père, bah ce sont des choix de ma directrice, enfin, des propositions de ma directrice de casting que j'ai acceptées. Voilà, moi je ne vois pas beaucoup de gens pour les rôles, parce que voilà, c'est comme quand vous avez une collaboration avec une chef opératrice. Faites confiance à son talent, c'est pareil pour les directeurs. Voilà, un stade de confiance comme ça, je considère qu'elle sait. Et voilà, quand je rencontre les gens, et c'était ça. C'est surtout la grand-mère. La grand-mère, c'est pas facile de trouver une femme pour jouer une grand-mère, qu'elle a 45 ans. Là-dessus, c'était ma plus grande... ouais, un peu mon anxiété, quoi, de comment ça va marcher, la grand-mère. Et même l'actrice, quand elle passait le casting, elle a dit: mais du coup, qui joue la grand-mère? J'étais genre: mais c'est vous. Mais du coup, il y a une autre qui joue la grand-mère vieille. Ben non. Donc, ouais. Mais moi, c'est vrai que j'ai ce truc de voir que des... Alors, surtout à partir du moment où on tourne autour avec des collaboratrices aussi jeunes, de ne pas commencer à faire la mère, c'est Karine Viard, enfin, vous voyez, de ne pas commencer à les entourer de visages identifiés, parce que du coup, on a un pacte un peu hybride là où... Enfin, moi, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Enfin, il y a des... Enfin, les corps d'acteurs et d'actrices font le cinéma parfois tout seul, et c'est très très beau. Et d'ailleurs, j'ai aimé le cinéma comme ça, quasiment dans des fidélités. Mais c'est vrai que dans ce que je suis capable de faire, justement, ce que j'aime faire ou ce que je sais faire, il y a cette idée de constituer un univers dont on découvre les visages, les groupes, en y croyant, sans précédent, quoi, donc ça compte dans mon plaisir aussi. Et après, tu fais des lectures, des répétitions? Non. Ouais. Non. Et du coup, coup de prise, enfin, non plus. Bah, non, pas tant que ça, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça. Après, oui, on fait le nombre de prises nécessaires. Mais on est globalement entre 4 et 5. Entre 4 et 5 prises. Et après, ça dépend, vous faites les crêpes. C'est 18, quoi. Mais voilà, quand il y a des choses un peu techniques et tout. Mais sinon, non, c'est pas des... On trouve ensemble. Et concernant les enfants, oui, je ne les fais pas travailler. Je considère qu'à partir du moment où je leur fais confiance, voilà, il y a un côté, maintenant je ne vais pas commencer à apprendre. On va apprendre en travaillant ensemble. Et bon, voilà, ça fait, faut mettre des vêtements sombres les premiers jours. Parce que ça met du temps aussi. Mais on voit comment... Au bout de 4-5 jours, c'est pas tant que... Bon, déjà, elles comprennent
ce métier, la logique, mais aussi les protocoles, tout ça. Mais surtout, il y a au bout d'un moment, et ça arrive avec tous les acteurs et actrices, c'est juste un moment, le corps, il se met à parler la langue du film. C'est-à-dire que au début, il marche, quasiment, il faut se décider comment on marche, quoi. C'est ça qui est pas facile. Hein. Les enfants, vous dites action, et d'un coup, ils sont comme ça, normaux et tout, et d'un coup, ils font. Voilà, faut pas. Tu leur dis, faut vous jouez pas à la grand-mère. Calme. Il faut dire, bon, on va apprendre à marcher. Et du coup, oui, il faut bien gérer le truc pour moi, c'est ça, comme je répète pas trop, que je répète pas et tout, il faut bien gérer le plan de travail, quoi. Faut pas mettre la grande scène du 2 le premier jour, quoi. Faut être bien solide, faut se dire, ok, être bien lucide sur est-ce que j'ai ce qu'il faut, et puis voilà, après se lancer dans les choses un peu plus, les plans séquences, les choses. Mais au bout de 4-5 jours, ça y est, elle avait totalement, oui, le rythme du film. Et surtout, moi aussi, j'avais rencontré son rythme. C'est assez musical, en fait, comme collaboration avec les enfants. Voilà, oui, allez-y. Bonsoir. Déjà, bravo, j'ai beaucoup aimé le film. Et je voulais juste savoir peut-être si votre prochain projet peut venir là-dessus. Ça s'appelle Le Petit Détective et c'est pour une plateforme. Non, pas encore. J'ai pas de. Rien à vous annoncer, en tout cas. Voilà. Au tout début, vous avez dit que le film est venu parce que l'image, la première séquence, le premier plan vous est venu en tête. Cette première image, et vous avez dit que c'était tous vos films démarraient comme ça, par l'image que vous aviez en tête. Je voulais vous demander cette image, vous la cherchez ou elle surgit? Alors, il se trouve que dans ce cas-là, c'est la seule fois où ça a surgi. Je devais vraiment dessiner, c'était vraiment. Mais parce que j'étais dans un truc, genre, je cherchais pas du tout, je m'ennuyais quelque part. Bon, ça arrive. mais sinon, on cherche. Oui, moi, sinon, jusqu'ici, je cherche. Mais celle-là, c'est vrai qu'elle est arrivée. Mais d'ailleurs, pas comme une idée de film, hein, voilà, c'était pas l'image de l'EHPAD. Hein. La première image qui est arrivée, c'est vraiment une petite fille et sa mère font une cabane, elles ont le même âge. Bon, et après se dire, voilà, qu'est-ce que je fais de ça, quoi. Mais oui, c'est la plus mystique de mes expériences d'écriture, c'est ce film. J'ai bien aimé, j'aimerais bien que ce soit hyper mystique tout le temps. Tu dis quelque chose dans l'entretien de cette place, puis après on arrêtera sans doute, mais c'est que tu penses beaucoup aux spectateurs enfants dans le film, devant le film. Tu peux nous expliquer du coup pourquoi? Est-ce que tu te dis que ça fait vraiment partie des défis du film? Je sais qu'il y a une petite fille dans la salle, c'est rien pour elle. Qu'est-ce qui fait que tu te dis, voilà, ce film s'adresse aussi à l'enfant et j'ai envie du coup que les enfants le voient? Parce que je l'ai fait comme ça. Ouais. Je l'ai vraiment pensé comme une sortie familiale, dis donc. Whatever that means. Non, mais oui, comme une expérience de la salle oui, avec les enfants et adultes à égalité, convoqués dans la même sentimentalité, regardant la même chose, étant respectés au même endroit, il n'y a pas de. Et ouais, comme une. Et en disant tout le temps, oui, en faisant tous les arbitrages sur l'intention, en pensant aux enfants, quoi. Et en pensant au public enfantin, en le destinant vraiment aux enfants, pas comme un secret, pas comme tu peux regarder comme boy, mais plus genre en mode on y va, c'est pour toi, et même les éléments de communication. Et c'est vraiment, mon rêve, c'est que le film soit vu par des salles d'enfants et d'adultes. Et après, pourquoi s'adresser aux enfants? J'ai l'impression que. Moi, de part, surtout. Mais tu l'as fait en l'occurrence c'est Ma vie de courgette déjà. Oui, bien sûr, et c'est ce qui a complètement d'ailleurs le moment où j'ai eu cette idée, c'était autour du moment de la promotion de Ma vie de courgette, donc j'étais hyper connectée à quel point ça avait été fort d'être face à un public enfantin qui percutait, qui était à fond en ce mélo, et du coup ça m'avait déjà beaucoup, je sais pas comment dire, renseigné, nourri, même pour l'écriture de portraits sur le caractère plus
direct qu'on peut avoir avec les émotions, l'expression de nos émotions, justement de travailler. J'ai travaillé moins en conflit, de créer un safe space pour les enfants actrices et puis pour les enfants spectateurs et spectatrices, et de le penser comme ça, y compris pour créer des nouvelles sensations, quoi. Et avec cette espèce d'urgence de enfants là, enfin, que le retour au cinéma, le retour dans les salles puisse aussi être un retour en cinéphilie pour les enfants, et qu'on parle aussi de ce qu'on a, de deuil, de mort, de transmission, de trauma, de questions, et qu'on puisse être ensemble dans la salle pour vivre ce truc-là, quoi. Donc j'espère qu'ils vont y aller. On espère. Ils vont y aller. Merci beaucoup, Céline Sciamma. Merci beaucoup. Les cadeaux sont Roxane et Marina. Merci et bravo les lesbiennes.